Salut, c'est Eddy. Avec 15 ans d'expérience de travail avec, grâce et pour WordPress, ainsi que mon accompagnement quotidien d'entreprise au sein de l'agence Woodunit, j'ai décidé de lancer ce podcast pour partager avec toi mes découvertes, mes lectures et mes bons tuyaux. Mon objectif est de vulgariser un maximum de concepts liés à ce CMS. Toutes les 2 semaines, je partagerai mes dernières informations et astuces. Alors que tu sois un boomer qui comprend la référence ou non, n'hésite pas à m'appeler Eddy les bons tuyaux. Que tu sois développeur, blogueur, débutant ou professionnel, abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de mes prochains épisodes et faire de ce podcast ton rendez-vous WordPress régulier. Dans cet épisode, je vous parle des Panama Papers, d'un référentiel d'éco-conception WordPress, d'outils RG2A, d'Upquest Start, d'un versement de 20 000 € pour Gutenberg Drupal, et mes invités du jour Marine et Jason pour parler du WordCamp qui a eu lieu à Athènes cette année. Erratum. Dans le dernier épisode sur les 20 ans de WordPress, je me suis emmêlé les pinceaux et c'est donc bien le 27 mai 2003 que Matt Mullenweg et Mike Little publient la première version de WordPress sous la forme d'un projet open source créé à partir d'un fork du CMS Cafélog, auparavant fondé par le développeur corse Michel Valdricchi. Le saviez-vous ? L'histoire des Panama Papers est directement liée à une vulnérabilité dans une extension de WordPress appelée Revolution Slider. En effet, en 2016, les Panama Papers ont été révélés au grand jour, révélant une fuite massive de documents confidentiels provenant du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca. Ces documents ont exposé des informations sur des comptes offshore et des transactions financières de personnes et d'entreprises du monde entier. Des pirates informatiques ont exploité une faille de sécurité de l'extension Revolution Slider utilisée sur le site web de Mossack Fonseca afin d'accéder au serveur et de récupérer les données confidentielles. La vulnérabilité se trouvait dans une version spécifique de Revolution Slider utilisée par le cabinet. Cette extension permet de créer des diaporamas et des galeries d'images sur des sites WordPress. La faille de sécurité dans cette version particulière de Revolution Slider a permis aux pirates d'exécuter du code malveillant sur le serveur WordPress, leur donnant un accès non autorisé aux données sensibles. Ils ont exploité cette vulnérabilité pour infiltrer le système et extraire les Panama Papers. Cet incident a souligné l'importance de maintenir à jour les extensions et les thèmes WordPress, ainsi que de suivre les meilleures pratiques de sécurité pour protéger les sites WordPress contre d'éventuelles attaques. Depuis cet événement, les développeurs de WordPress et la communauté de sécurité ont redoublé d'efforts pour identifier et résoudre rapidement les failles de sécurité afin de prévenir de telles situations à venir. D'ailleurs, si vous utilisez l'extension Revolution Slider et que vous êtes en version 6.6.12, une des dernières, soyez particulièrement prudent, une importante faille de sécurité a été découverte, encore une fois, dans cette version. Assurez-vous donc de mettre à jour rapidement votre extension pour éviter tout problème potentiel. Éco-concevoir avec WordPress. J'ai un super document à te présenter et à te partager. C'est un guide de bonnes pratiques d'éco-conception spécialement dédié à WordPress. Ce guide explique pourquoi WordPress est si populaire, notamment grâce à sa facilité d'installation, de personnalisation et d'utilisation, sans avoir à être un expert technique. Mais attention, il souligne aussi que WordPress peut parfois être un peu lourd et avoir un impact environnemental important. Alors ce document propose plein de pratiques géniales pour sensibiliser, guider et promouvoir une approche d'éco-conception lors de l'utilisation de WordPress et d'autres outils similaires. Il est organisé en différentes étapes de cycle de vie, comme l'analyse des besoins, l'installation, la conception, le développement, le contenu, les tests, la mise en ligne, la maintenance et même la fin de vie du site. Chaque pratique est expliquée avec des recommandations, des exemples, des principes de validation et des sources. Ils ont même inclus des indicateurs pour évaluer l'impact environnemental et la priorité de mise en œuvre. Pas de cachotterie plus longtemps, il s'agit du site ref.greenit.fr/vp. ref.greenit.fr/wp. Ce document a donc été créé par l'association GreenIT en collaboration avec WordPress France et ils ont fait un super boulot en rassemblant des experts et des relecteurs pour le réaliser. En plus, il mentionne des outils supplémentaires développés par l'association pour aider à l'éco-conception des services numériques. Bref, ce guide te donne plein de bons conseils pour utiliser WordPress de manière plus éco-conçue en réduisant son impact sur l'environnement. C'est top pour prendre soin de la planète tout en profitant des avantages de WordPress. Et puisqu'on est dans les bonnes pratiques pour construire votre site WordPress, je vais te parler d'une extension géniale appelée Ostendo, accessibilité des sites français, qui vise à rendre les sites web en France plus accessibles. En France, il y a une réglementation appelée RG2A, référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, qui s'applique à l'article 47 de la loi handicap de 2005 avec une mise à jour en 2019.
Les sites web soumis au RG2A doivent avoir une déclaration d'accessibilité affichée sur leur site montrant leur niveau de conformité. Ce niveau de conformité est déterminé par un audit d'accessibilité réalisé sur le site. L'extension Ostendo récupère cette information déclarée par les sites et l'affiche directement dans les résultats de recherche de Bing et Google. Ainsi, lorsque vous faites une recherche, vous pouvez voir le niveau d'accessibilité du site affiché dans les résultats. L'extension donne différentes indications pour le niveau d'accessibilité. 1. Site accessible aux personnes handicapées est affiché si tous les critères du RG2A sont respectés, ce qui signifie une conformité totale. 2. Site partiellement accessible aux personnes handicapées est affiché si au moins 50% des critères du RG2A sont respectés, indiquant une conformité partielle. Nous avons également le site non accessible aux personnes handicapées et l'absence de déclaration d'accessibilité obligatoire qui est affichée si le site est soumis à l'obligation d'accessibilité mais n'a pas de déclaration d'accessibilité. L'extension permet également de trier les résultats de recherche en fonction du niveau d'accessibilité et fournit un lien direct vers la déclaration d'accessibilité du site. L'objectif de cette extension est double. Sensibiliser davantage à l'importance de l'accessibilité numérique en France et permettre aux personnes handicapées de connaître le niveau d'accessibilité d'un site avant de le visiter. L'accessibilité numérique est un enjeu crucial et cette extension vise à mettre en évidence la prise en compte de l'accessibilité tout en donnant aux utilisateurs handicapés les informations nécessaires pour choisir des sites accessibles. Cela contribue à sensibiliser à la problématique actuelle du manque d'accessibilité des sites Internet en France. N'hésitez pas à essayer cette extension et à partager votre expérience avec nous. Si vous avez compté combien de fois j'ai dit accessible ou accessibilité dans cet épisode, je vous fais gagner quelque chose. Pour terminer sur les bonnes pratiques WordPress, je te parle de HubQuest Start, qui est un module de formation en ligne d'une durée d'1 heure qui fait partie de la certification HubQuest, maîtrise de la qualité en projet web. On vous en a souvent parlé, on a invité Ellie dans un des podcasts, je vous invite à le réécouter. Ce module propose une approche centrée sur les utilisateurs pour la conception de sites web, mettant en avant les valeurs telles que l'inclusion, l'éco-conception, l'accessibilité et la confidentialité. Il présente un système de règles de qualité essentielles applicables à tous et à tous les projets web et numériques, couvrant des aspects tels que le référencement SEO, la performance, la compatibilité mobile, le commerce électronique, la sécurité et bien plus encore. HubQuest Start offre un modèle et un ensemble d'outils qui favorisent une collaboration efficace entre les différentes disciplines impliquées dans un projet web, permettant ainsi une meilleure gestion des risques et une amélioration de l'expérience utilisateur et client. Donc que tu sois développeur, chef de projet, designer et même commercial, cette formation, elle est pour toi. Cette formation HubQuest résulte de 20 années de travail sur les attentes fondamentales des utilisateurs de sites web, ainsi que de nombreuses interactions entre les membres de la communauté HubQuest. Plus de 15 000 professionnels certifiés ont suivi cette formation transversale, ce qui leur a permis de mieux intégrer les différentes disciplines du web et de gérer de manière plus efficace les risques liés au projet web. Cette formation HubQuest Start est entièrement en ligne et vous bénéficiez de 15 jours d'accès pour compléter le module. C'est entièrement gratuit. Elle est conçue pour les débutants, offrant une introduction rapide et facile aux enjeux du web. HubQuest Start est gratuit et immédiat. Il vous suffit de remplir le formulaire pour commencer la formation. C'est une excellente opportunité d'approfondir vos connaissances sur la qualité des projets web et de renforcer votre expertise dans ce domaine. Tapez dans votre barre de recherche, tapez dans votre moteur de recherche préféré HubQuest Start et démarrez votre certification. La société automatique à l'origine de WordPress vient de faire un don de 20 000 € pour soutenir le développement du module Drupal Gutenberg. Ce module créé par Frontcom, une agence norvégienne, est utilisé sur plus de 3000 sites web Drupal. Ce don a été effectué dans le cadre du concours d'innovation DrupalCon à Pittsburgh, où le projet a été sélectionné parmi 5 lauréats sur 35 propositions. Les fonds seront utilisés pour faire progresser le projet en organisant un atelier en personne. Des développeurs de Gutenberg WordPress vont aller gratuitement aider des développeurs de Drupal pour améliorer cette extension. L'objectif est d'améliorer l'intégration entre Gutenberg et Drupal, facilitant ainsi la contribution des développeurs et renforçant l'utilisabilité de Drupal en tant que système de gestion de contenu. Cette collaboration vise à renforcer la coopération entre les projets open source et à faire avancer le développement de Drupal en tant que CMS d'entreprise. Petite info de dernière minute toute chaude, il va y avoir un changement de terminologie assez important sur WordPress 6.3, voire 6.4 si vraiment ça bloque techniquement, mais les blocs réutilisables deviennent des compositions synchronisées.
Synced Patterns en anglais. Cela semble en effet beaucoup plus logique. Nous avons les patterns, donc les compositions, et les compositions que l'on peut synchroniser dans tout le site. C'est pour ma part la façon dont je l'explique à mes clients, aux gens à qui je veux expliquer comment fonctionnent les compositions et les blocs réutilisables. Ce sera beaucoup plus simple de dire qu'il y a des compositions et des compositions que l'on peut synchroniser ou désynchroniser. Ce changement de terminologie va de pair avec un changement au niveau de l'ergonomie et au niveau de l'interface. Quand vous allez sauvegarder un groupe de blocs, des blocs en tant que composition, vous allez juste avoir à cocher si vous voulez que ça soit synchronisé ou non. Donc il n'y a pas deux options, une pour les compositions, une pour des blocs réutilisables, mais une seule pour des compositions que vous choisirez si vous devez l'insynchroniser ou non. J'ai interviewé Marine Evin et Jason Rouet de l'agence Woodunit sur leur participation au dernier WordCamp Europe qui se déroulait à Athènes pour qu'ils nous parlent de leur expérience en tant que contributeurs, en tant que bénévoles à ce grand événement européen. Eh bien, aujourd'hui, je reçois comme invité Marine et Jason de l'agence Woodunit qui fraîchement revenus, je sais pas, vous allez nous le dire, fraîchement revenu de Grèce, donc vous n'étiez pas en voyage touristique, vous étiez au WordCamp Europe qui se tenait à Athènes. Si je vous ai invité, c'est parce que d'abord vous étiez présent là-bas, mais pas que, vous êtes également, vous faisiez partie de l'organisation. Vous allez pouvoir présenter rapidement, puis nous dire un petit peu déjà quelles étaient vos missions sur ce WordCamp et combien de temps ça a pu prendre, quelle est l'organisation pour faire partie des volontaires d'un WordCamp Europe. Marine, si tu veux commencer. Avec plaisir. Pour me présenter, moi, je suis chef de projet chez Woodunit, chargée de compte et de projet. Et j'étais donc au WordCamp Europe en tant que membre de la sponsor team, c'est-à-dire l'équipe en charge de rechercher les sponsors pour financer un événement de combat sous la direction de Jason qui était avec nous, qui était lui lead de cette équipe. Combien de personnes ça représente? Cette année, on était 8 dans l'équipe, en me comptant. Un petit peu plus que l'année dernière, parce que effectivement, comme Marine disait, je suis responsable de l'équipe qui lève les fonds pour abonder le budget du WordCamp Europe depuis l'année dernière. Donc ça fait 2 ans de suite. Pas mal de boulot, parce qu'on gère une grosse 60aine de sponsors chaque année pour lever à peu près 1 million d'euros. Donc c'est pas une paille. C'est combien de temps à l'avance? C'est-à-dire que là, on a déjà donc l'info prochain WordCamp Europe se déroulera le 14 juin à Turin en Italie. Donc il y a déjà un appel à volontaires. Non, à organisateurs. À organisateurs. Ok, pas à volontaires, à organisateurs. Ouais, ce sera du 13 au 15 juin l'année prochaine. Il faut savoir que le Call for Organizers s'ouvre tout de suite en fait dès la dernière journée, dès la clôture en fait. Cette année, on était 102 organisateurs et c'était un petit peu plus que l'année dernière. Donc, on était une 90 à peu près. Et d'année en année, ça augmente parce qu'il y a de plus en plus de besoins, de plus en plus de choses qui se font, c'est de plus en plus grand et de plus en plus professionnel aussi. Et après, le Call for Volunteers, donc pour les volontaires qui, eux, travaillent que pendant les 3 jours, ce qui est déjà super. Ça s'ouvre plus tard. En général, ça s'ouvre au printemps, février-mars, avant le WordCamp cette année, il y avait 150 volontaires. Donc ça fait une grosse équipe. Marine, c'était ta première expérience sur un événement WordPress? C'était ma première expérience sur l'organisation d'un événement autour du web de manière générale. Alors comment ça t'est venu de dire allez? Comment ça m'est venu? Je crois que Jason est venu me chercher. C'est un peu ma faute. Pas venu faute. complètement tout seul, mais je me suis laissé convaincre parce que je trouve que c'est une expérience qui est de toute façon très intéressante. C'est quelque chose qui est pas tout à fait en lien avec mon métier directement. Il n'y avait pas de gestion de projet, c'est vraiment de la recherche de sponsors. Quelque chose que je fais pas du tout au sein de Woodunit. On ne se fait pas sponsoriser. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de vivre ça, de voir un peu comment ça se passe, un petit peu les coulisses, quoi. Donc je me suis laissée emmener et effectivement c'est un travail de longue haleine. Comme Jason dit souvent, c'est un marathon et il a raison parce que c'est quand même 9 mois de travail pour arriver à un événement qui dure 2-3 jours. Et c'est du travail toutes les semaines, quoi. Est-ce que vous allez aller chercher les sponsors, ceux qui viennent
Le WordCamp Europe, c'est un peu particulier parce qu'en réalité, on est le plus grand WordCamp au monde. Alors, on le dit pas trop fort parce qu'après les Américains et en Asie, ils sont pas trop contents quand on dit ça, mais c'est de fait, c'est devenu le plus grand WordCamp au monde. Quasiment 3000 personnes chaque année qui viennent. Et du coup, on a une attractivité qui fait que c'est plutôt les sponsors qui viennent à nous. Pour eux, c'est dans leur budget marketing événement. Chaque année, il y a le WordCamp Europe. Quand le call for sponsor il sort, en une semaine, grosso modo, on a 80% des places qui sont réservées, quoi. Notamment les plus grosses places et aussi les plus petites. Et entre les deux, il nous reste quelques places. Et là, on a un listing d'une centaine, peut-être plusieurs centaines d'entreprises qu'on va chercher, un peu essayer de les convaincre pour les dernières places. Mais à la différence des WordCamp locaux, c'est plutôt eux qui viennent vers nous. Parce qu'ils ont besoin de nous, ils ont besoin de l'aura et puis de la visibilité qu'on donne. Et puis il y a tout le giving back, le fait qu'on est le plus gros contributeur au monde. Tout ça fait que ça attire, quoi. Comment ça s'organise là? Vous étiez 8 pour les sponsors. C'est tout en anglais? Vous faites des calls réguliers? Comment ça Toujours en anglais. Alors, moi, c'est ma dernière année comme responsable d'équipe parce que tu peux pas être responsable d'une équipe plus de 2 ans de suite. Ça reste les global leads qui décident qui sont les responsables d'équipe, puis les responsables d'équipe choisissent leur équipe. Donc ça se décantera pendant l'été pour être annoncé en septembre-octobre. Mais grosso modo, tout se fait en anglais. C'est obligatoire, hein. C'est la langue d'échange. T'as pas besoin d'être bilingue non plus, mais c'est quand même nécessaire d'avoir au moins des bases à l'écrit sur Slack pour discuter. Voilà. Après, à l'oral, c'est autre chose, on peut s'arranger. Et après, on a une réunion d'équipe par semaine. Donc c'est pour ça que moi j'ai briefé mon équipe dès le début en disant ça va être un marathon, 9 mois avec une réunion toutes les semaines, plus du travail. Faut que vous soyez conscient que ça va vous prendre du temps. Et nous on est dans une équipe qui commence dès le début et qui travaille jusqu'à après l'événement. Là on a encore un sondage à faire partir pour avoir les réponses, les feedbacks des sponsors sur comment ça s'est passé, comment ils ont vécu un peu le truc, comment on peut s'améliorer. Il y a d'autres équipes, c'est pas que c'est plus cool, mais ils ont une fenêtre de travail qui est plus restreinte. Ça va être quelques mois avant, surtout du travail pendant l'événement. Par exemple, l'équipe des volontaires, c'est sélectionner les volontaires, les former un petit peu en amont et surtout les gérer pendant l'événement. Et après, t'as pas forcément grand chose à faire après l'événement à part leur dire merci et puis éventuellement récupérer leur vision du truc. Et l'équipe de communication, l'équipe sponsor, l'équipe il y a quelques équipes comme ça où vraiment c'est un gros travail, quoi. S'engager sur 9 mois, c'est pas facile. Nous on a la chance d'être salariés par Whodunit. C'est pas le cas de tout le monde. Les freelances qui sont dans l'équipe, c'est plus compliqué. Ils ont pas la même autonomie financière. Voilà, à la fin du mois, ils ont quand même besoin de bosser nous aussi, on a besoin de bosser pour être payé, mais c'est un peu plus automatisé que quand t'es freelance, quoi. Oui, c'est ça. Nous, on a la chance d'avoir 2 heures par semaine de notre temps qui sont sponsorisées par Whodunit pour les WordCamp et pour WordPress de manière générale, dans le cadre de l'initiative Five for the Future. C'est vrai que pour nous, c'est une chance d'avoir ce temps-là dédié où on n'a pas besoin de prendre sur notre temps perso. Après, ça reste quand même un engagement où il faut avoir conscience que selon les semaines, selon les périodes, il y a des périodes où tu as plus de travail que d'autres. Nous, c'est plutôt sur le long terme, c'est toujours un peu pareil. Et il faut avoir conscience que c'est une dizaine d'heures par semaine au minimum, quoi. C'est 2 heures par jour à peu près entre les emails avec les sponsors, les réunions d'équipe. Ça va vite, hein. On a des outils internes pour vérifier où est-ce qu'on en est de la signature des contrats, il y a quand même pas mal de travail qui est pas très visible, qui est pas forcément. C'est des efforts qui sont pas forcément très visibles, mais qui sont nécessaires parce que sans le budget, sans les sponsors, on n'a pas de budget, quoi. C'est pas les tickets. Le système des WordCamp. Voilà, le système des WordCamp, c'est justement d'avoir des sponsors pour avoir des tickets qui sont très peu chers, 50 balles pour le WordCamp Europe, 25 à 30 euros pour les WordCamp locaux. C'est rien du tout pour des événements de tech. À partir du moment où il y a l'appel à sponsor, vous allez recevoir tous ces mails, les étudier, les placer, j'imagine, il y a je sais pas quels étaient les niveaux, Platinum, etc., Gold. Super admin, après, c'est quoi pendant 9 mois? C'est des échanges avec eux, c'est les rassurer, leur dire comment ils seront placés. Est-ce que vous allez jusqu'à leur emplacement sur le WordCamp physique?
du relationnel pendant le WordCamp Europe? Ouais, alors ça va. Ça commence même un petit peu avant ça. Ça commence un peu en amont. C'est-à-dire que avant même la sélection de l'équipe par le team lead, il y a une réflexion stratégique sur combien on va prendre de sponsors en fonction du lieu, parce qu'en fait chaque année, comme le lieu est différent, t'as pas la même superficie, et donc la taille des stands, le nombre de stands est forcément limité par le lieu. Et ça, ça nous est imposé. On choisit pas le lieu. C'est dans la candidature de la ville. Le lieu est forcément déjà compris et choisi et réservé. En fonction de ça, en fait, nous, on travaille beaucoup avec un prestataire qui s'appelle Production Pool, qui est en fait une boîte d'événementiel qui nous aide sur toute la partie logistique technique. C'est-à-dire que eux, ils vont prendre en compte les spécificités du lieu, les obligations du lieu sur les sorties d'urgence, sur le passage qu'il doit y avoir entre les stands. Et voilà, il y a des obligations comme ça qui nous sont imposées. Donc, nous, on n'a pas la capacité, l'expérience pour gérer ça. Donc, on a ce prestataire. Et en fonction de ça, donc, on va savoir combien on peut mettre de stands. Et donc, il y a toute la stratégie sur le pricing, donc la tarification, de choisir combien on va vendre ça à nos sponsors. Tout ça, c'est notre responsabilité. Ça, qu'est-ce qui est inclus dans chaque niveau et les de sponsoring? Les bénéfices que chaque niveau de sponsoring vont avoir. C'est-à-dire, est-ce que tu vas avoir un stand de 25 mètres carrés ou de 10 mètres carrés? Est-ce que tu vas avoir une photo officielle par l'équipe des photographes? Est-ce que tu vas avoir ton logo? À quel point il va être visible partout? Donc tout ça, c'est en amont un petit peu. Et puis après, une fois que l'équipe est sélectionnée et qu'on ouvre le call for sponsor, là, c'est plus dans de la gestion finalement. Oui, c'est ça. En fait, on se répartit les différents contacts, les différentes entreprises entre les différents membres de l'équipe pour que ce soit pas la même personne qui se retrouve avec 50 sponsors et qu'il y en ait un ou deux qui est juste un sponsor aéré. Donc, on envoie des emails pour démarcher, pour dire si, pour proposer le sponsoring, ceux qui ne seraient pas déjà venus nous voir avant. En fait, à partir de là, effectivement, l'accompagnement, il est le fait qu'on ait du travail toutes les semaines, c'est parce que il faut demander des informations aux sponsors, il faut s'assurer qu'ils signent le contrat, qu'on envoie les factures, que les factures soient payées, qu'ils nous envoient bien toutes leurs informations, les contenus pour le site internet, les contenus pour leur stand, tous les logos en haute définition, le dernier logo, parce que même s'ils sont déjà sponsorisés l'année dernière, peut-être que le logo a pu évoluer en besoin de version plus à jour. On s'assure aussi qu'ils prennent leur ticket. Il y a énormément de petits points de détail qui se rajoutent au fur et à mesure et on peut pas forcément l'anticiper beaucoup parce que en face, il n'y a pas forcément beaucoup de réactivité pour lancer, pour suivre vraiment de près chaque sponsor. Ouais, et puis l'idée, c'est un peu que chaque sponsor ait son point de contact dans l'équipe des sponsors, dans l'équipe d'organisation. Parce qu'il y a des négociations à faire sur certains, parce que certains ont des processus de validation qui sont super complexes, d'autres c'est super rapide parce que tu as le CEO directement en contact et puis le gars il signe, il paye tout de suite quoi. Ça dépend vraiment des boîtes, tu vois, entre un Google et puis une toute petite agence qui serait juste small business, vraiment le niveau tout en bas. T'as une différence, un delta d'organisation qui est colossal, quoi, parce que c'est pas le même type d'entreprise. Nous, le but, c'est de créer aussi des relations et puis d'année en année, les sponsors connaissent un peu l'équipe des sponsors parce qu'on est sur du long terme, quoi. On est sur de la relation. La plupart des sponsors reviennent tous les ans, quoi. 3/4 des sponsors étaient déjà sponsors à Porto l'année dernière. C'est assez important, en fait, parce qu'on a besoin d'eux sur le long terme. Et puis, le but, c'est aussi de les remotiver à redevenir sponsors d'année en année parce que, finalement, c'est un peu le même type d'événements, donc ils vont voir à peu près la même chose, les mêmes personnes, peu de choses près, quoi. Enfin, donc faut trouver d'autres façons de les motiver. Et du coup, effectivement, pour répondre à ta question, il a dit pendant le WordCamp, oui, on fait du relationnel avec nos sponsors, les sponsors qu'on a dans notre portefeuille chacun. On va les voir, on s'assure que tout va bien. On répond à leurs questions s'ils en ont. À quel point c'est juste est-ce que vous auriez une paire de ciseaux, on est là, on leur rappelle ce dont ils ont besoin. On fait en sorte qu'il y ait une vraie relation qui s'établisse. On a beaucoup communiqué et on leur montre qu'on est là et qu'on peut se rencontrer en personne au moment du WordCamp. C'est pas juste
financier entre guillemets. Moi, cette année, par exemple, il y a certains sponsors que j'ai rencontrés pour la première fois. Ça fait 2 ans, enfin, ça fait 2 éditions qu'on communique régulièrement par mail ou qu'on s'est fait 1 ou 2 Zooms. Mais c'était la première fois qu'on se rencontrait physiquement et ça fait du bien de pouvoir dire super, on a bien bossé ensemble, c'était cool. C'est important parce que l'objectif du World Camp Europe, c'est de faire se rencontrer les gens et qu'on soit physiquement au même endroit pour créer du relationnel, pour networker tout simplement. Mais et ça c'est chouette. Vous aviez beaucoup de sponsors européens. C'est assez mixé. Il y a des sponsors européens. Là, comme ça, je sais pas, j'ai pas trop la répartition. Je dirais que peut-être un tiers sont européens, entre un tiers et la moitié, je dirais. Et après, il y a beaucoup de boîtes américaines, évidemment, mais aussi beaucoup d'Asie, notamment Pakistan, Inde, Bangladesh. Il y a une grosse communauté dans ces 3 pays, qui est pas facile parce que du coup, ils ont pas mal de soucis avec les visas pour venir en Europe. Et ouais, il y a c'est pour ça que je disais c'est le World Camp, presque World Camp monde, parce que finalement il n'y a pas que des Européens qui viennent et pas que des sponsors européens non plus. Il y a beaucoup des US qui viennent. Beaucoup des US, notamment toutes les marques d'automatique de GoDaddy, mais aussi des petites boîtes. Donc c'est vraiment varié en fait, et c'est ça qui est intéressant parce que du coup tu bosses avec des sponsors complètement différents, avec des cultures différentes, donc faut s'habituer aussi les uns aux autres. Avec des time zones qui sont complètement différentes. Puis il faut travailler avec l'agenda aussi de nos sponsors. J'avais par exemple dans le portefeuille un sponsor qui a enchaîné les événements pendant tout le mois qui a précédé le WordCamp. Or, c'est le mois où moi j'avais beaucoup de besoins, qui me répondent, qui m'envoient des éléments pour les contenus, pour les logos, pour savoir qui serait là, combien de personnes, etc. Sauf que eux, ils étaient tellement sous l'eau parce que déjà sur d'autres événements, que c'était très difficile pour eux de m'apporter des réponses et encore moins en temps et en heure. Donc une fois qu'on s'est vu sur place, on a pu justement discuter et mieux comprendre le contexte des uns et des autres. Mais ça fait partie des petites difficultés. Il y a probablement plein d'autres sponsors pour qui c'était le cas aussi. Ouais, et puis ça dépend pas forcément de la taille de la boîte, quoi. Non. C'est-à-dire que tu as des toutes petites boîtes qui sont super réactives, des très grosses boîtes où ils sont complètement sous l'eau parce qu'ils sont en fait ils ont toujours, tu vois, t'as des petites boîtes qui grossissent et ils ont toujours que 2 personnes aux événements. Et des fois, ils ont de plus en plus d'événements à gérer. Donc des fois, t'as des très grosses boîtes où t'as du mal des fois à avoir des réponses. Des fois, t'es un peu étonné, quoi. Tu te dis, c'est une grosse boîte, il doit avoir tout un service événementiel. Bon, en fait, pas forcément. Ou ils sous-traitent. Donc, du coup, tu bosses avec un sous-traitant. Du coup, t'as de la latence. C'est pas toujours simple, ça. Globalement, ça va. Mais des fois, t'as des relations un peu particulières, quoi. Donc là, pour en terminer avec cette casquette d'organisateur, si on est intéressé par l'expérience, l'appel aux organisateurs, alors je sais plus si tu l'as dit, elle est ouverte. Ouais, il est ouvert sur le site, donc sur le nouveau site, europe.worldcamp.org/2024. Sur le site d'Athènes, il y a un lien aussi qui envoie sur le site de Turin. Donc c'est assez visible. Moi, je conseille à tout le monde d'essayer. Si vous avez été volontaire dans le passé, c'est un petit peu plus simple, mais c'est pas nécessaire. Moi, j'avais jamais eu d'expérience directe d'organisation et j'ai été team lead dès la première année, donc c'est un peu, tout est possible. Après, c'est surtout en fonction de votre emploi du temps, quoi. Vous pouvez être organisateur dans une équipe qui demande peu de temps pour tester une première année. Puis l'année d'après, si vous avez un peu plus de temps, monter dans une équipe qui demande plus de travail. Vous pouvez le mettre dans le call for organizer. Vous pouvez mettre que vous avez, 1 ou 2 heures max par semaine. Hein, puis après, ils vont vous orienter vers la bonne équipe. Alors, je rappelle que ça reste du volontariat, donc ça veut dire que à l'agence on a la chance d'avoir un budget pour ça, pour que vous puissiez vous y rendre, être hébergé. Mais sinon, voilà, personne est payé pour faire ça. Vous pouvez effectivement, comme tu disais, commencer par être peut-être juste volontaire sur le jour. Ça vous paye votre billet. Du coup, il faut être là la veille pour comment ça se passe sur le WordCamp? Il y a des repas orateurs la veille, mais là, j'imagine, ça fait quand même du monde. Avec le non. En fait, il y a sur le WordCamp Europe, il y a ce qu'on appelle la social party, qui est la soirée pour les organisateurs, les volontaires, les speakers et les sponsors. Ça, c'est le soir du premier jour, c'est-à-dire le soir du contributeur day. Là, tout est couvert. À part votre trajet, enfin voilà. Mais en tout cas, vous allez à la soirée, vous pouvez rencontrer d'autres orgas, vous pouvez
rencontrer des speakers ou des sponsors, pardon. Donc c'est une bonne façon de poser des questions, de voir un peu comment ça fonctionne, tout ça. Donc c'est quand même assez sympa parce que vous avez quand même du temps pour vous, votre ticket est offert, vous avez accès à des événements qui sont exclusifs entre guillemets, et vous avez des créneaux où vous allez avoir des missions, mais c'est des missions qui sont quand même relativement sympas, quoi. Enfin, c'est pas... Ça permet vraiment de vivre le WordCamp dans une autre ambiance en fait, où on est vraiment vraiment en immersion. On peut tout de suite rencontrer du monde en fait, parce que toi aussi t'es volontaire, et puis voilà, c'est une expérience humaine, c'est très ouais, par exemple de dire comme ça, mais c'est vraiment vraiment très humain. Le WordCamp, c'est énormément de rencontres et de passer du temps avec des gens, et on s'entend moins, et c'est très intéressant à ce niveau-là en fait, parce qu'il y a plein de métiers, plein de cultures. C'est ça. Par exemple, moi, je discutais avec Laurent Maillard qui est au Luxembourg, et lui, il est volontaire depuis Séville en 2015, tous les ans, parce qu'il n'a pas forcément le temps pour être organisateur, mais tous les ans, il revient pour être volontaire, faire des rôles différents. Et c'est aussi grâce à des gens comme ça que le WordCamp il fonctionne, parce que sans les volontaires, ce serait pas faisable. Sans les organes non plus, mais sans les volontaires, ça fonctionnerait pas suffisamment. Et puis ce serait complètement différent comme type d'événement. De toute façon, ce serait pas du tout le même style. Mais il y a pas mal de francophones qui sont volontaires tous les ans, donc vous ne serez pas perdus si vous êtes volontaire. Oui, et puis alors là, Turin, du coup, c'est vraiment proche, pour ceux qui en tout cas sont à l'est ou dans le sud-est. Donc c'est vraiment l'occasion de tester ça. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que vous mettiez votre casquette de touriste pour nous parler de cette édition à Athènes. Comment c'était, où ça se trouvait, comment vous l'avez vécu? Est-ce que c'était une édition sympa? Voilà, ce que vous avez appris. Donc c'était à Athènes. Pour la casquette de touriste, perso, j'ai pu l'enfiler qu'une fois le WordCamp terminé, parce que c'est vrai que pendant le WordCamp, et en plus en étant dans l'équipe d'organisation, on passe notre temps entre le lieu du WordCamp, le lieu des side events. Il y a des soirées tous les soirs, ou des petits verres avec d'autres gens. On a discuté avec un sponsor à un moment. Donc, vraiment aucun temps pour voir la ville, découvrir Athènes en soi, à part savoir quelle température il fait et la météo du lieu. C'est très très restreint. Par contre, une fois l'événement terminé, pour ma part, j'avais pris quelques jours de repos qui du coup m'ont pas servi à me reposer, mais à visiter Athènes, voir l'Acropole. C'est une ville qui est très cosmopolite. Il y a beaucoup de différences entre les immeubles qui sont quand même pas mal délabrés et des très beaux restes antiques. L'Acropole est vraiment magnifique. Pour peu qu'on aille en fin de journée, les lumières sont très très belles. Et puis c'est une ville qui est très vallonnée, donc on peut vite se retrouver en hauteur avec une vue à 360 sur la ville, qui est sympa et qui donne envie de revenir pour y passer plus de temps et aller explorer les alentours. Et en termes de conférences, alors est-ce que vous avez eu le temps d'écouter une conférence? Je suis allée à une, et encore, j'avoue, je suis pas restée jusqu'au bout. Je suis à une conférence qui était sur the future of work, où je m'attendais du coup, vu le nom, à parler du futur du travail, donc des différents modes, peut-être l'entreprise libérée dont parle Émilie régulièrement. Et en fait, pas du tout. C'était les résultats des stats sur une étude, plutôt un état des lieux du travail aujourd'hui en fait. Donc j'étais un peu déçue là-dessus, parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais. En tant qu'orga, en fait, t'as pas vraiment le temps pendant l'événement pour aller assister à des conférences, d'autant que tu sais que quasiment tout sera sur WordPress.tv quelques semaines ou quelques jours après l'événement. Là, je vois qu'il y a déjà des vidéos qui commencent à sortir. Donc bon, moi je me suis dit la plupart des trucs, s'il y a des trucs intéressants, je les regarderai après. J'ai juste assisté à un panel en fait avec les anciens global leads du WordCamp qui parlaient de leur expérience et de ce qui pourrait être intéressant de faire dans le futur sur le WordCamp Europe. Donc j'ai posé une question à la fin sur le mode de sélection des global leads, qui aujourd'hui reste encore un peu très peu transparent. Mais il y a des choses à améliorer partout. Après, j'ai assisté à la conférence de Matt Mullenweg et puis Josepha et puis Mathias, qui est un peu
Oui, celle-là, c'était un peu obligé. Le truc un peu obligatoire, d'autant qu'après après c'était la remarque de clôture, donc on allait être sur scène, donc c'est toujours assez impressionnant hein, de le faire. Mais non, cette année c'était différent aussi parce qu'on n'avait pas les masques comme à Porto, c'était plus sympa, le lieu était vraiment lumineux, très joli, était mieux organisé pour une conférence comme nous, quoi. L'année dernière, c'était une sorte de stade rond, donc c'était assez particulier à aménager. Après, à Athènes, moi, j'ai fait comme Marine, hein, j'ai pris 2-3 jours après pour profiter. C'est une ville assez particulière aussi, Athènes. C'est tentaculaire, assez destroy, par endroit, quand même. Mais en même temps, t'as plein de petits îlots, sympathiques. Ouais, j'aime bien ce genre de ville, hein. Du coup, c'est plus vivant, c'est pas des musées, tu vois, par exemple, c'est pas un musée assez ouvert comme ça. À Athènes, tu sens qu'il se passe des choses, quoi, que c'est vivant. Est-ce qu'il y a eu des annonces de Matt, notamment sur le futur de WordPress, un peu qui gardait au chaud pour ce WordCamp? Est-ce que vous avez des choses à annoncer pour ce camp? Ouais, il a renouvelé un peu il y a quelques années, il avait fait l'appel Learn JavaScript Deeply. Donc c'était vraiment avant que Gutenberg arrive en disant voilà, apprenez JavaScript parce que vous allez voir qu'une partie du corps va être vraiment développée avec cette techno qui était à l'époque déjà utilisée, mais pas autant que quand Gut est arrivé, quoi. Forcément, ça changeait tout, quoi. Là, il a fait une petite annonce un peu dans le même style avec les IA. Alors, après, est-ce que c'est une annonce un peu comme ça, pas trop préparée, ou est-ce que c'était vraiment quelque chose de sérieux? Je sais pas, chacun se fera son avis, je pense, mais chacun, c'est quand même un sujet un peu clivant, les IA. C'était pas déconnant, mais c'était pas non plus, il n'y a pas eu d'annonce magique. Non, il y a surtout la présentation de la version 6.3 de Gutenberg qui arrive. Moi, je retiens surtout ça, c'est que on nous a présenté ça, c'est Mathias, donc le lead designer sur Gutenberg, si je dis pas de bêtises, qui nous présentait ça un petit peu comme si c'était oui, voilà, et au fait il y a ça. Sauf que ce qu'il nous présentait, c'était vraiment une version accompli avec vraiment beaucoup de choses rendues à l'utilisateur, en fait, où on va pouvoir en tant que simple contributeur faire énormément de modifications, ajouter des nouveaux styles, et l'interface est très fluide, s'inspire beaucoup on est dans la continuité du full site editing, et moi je pense que ça va changer quand même pas mal de choses. Ça va être un changement assez important de l'interface, donc j'attends ça avec impatience, et j'étais contente d'avoir ce petit aperçu pendant la conférence. Ouais, c'était le petit effet waouh de la conférence, quoi, finalement, que l'interface d'utilisation et d'édition des contenus évolue. Tu sentais que c'était un peu plus mature, enfin, parce que c'est un long chemin, quand même, Gutenberg. Et là, ça paraît un peu plus cohérent dans les différentes interfaces, passer de l'une à l'autre, entre la sélection de ton style de page et puis après l'édition du contenu dans la même interface. C'est finalement t'arrives un peu à ce que te permettait Classic Editor, tout dans la même interface. Là, t'as un peu l'impression d'arriver au même niveau, quoi. Et le chemin a été quand même assez long, et on a été plusieurs à pinailler pendant des années pour dire quand même, t'as toujours pas de bouton pour visualiser facilement ta page. Tu vois, c'est un truc dans l'interface, la nouvelle interface, c'est enfin visible, quoi. T'as enfin un bouton, voir le résultat, quoi. Pas obligé de sauvegarder ou d'aller dans les options pour cliquer sur prévisualiser, enfin le truc qui est un peu caché. Attends, enfin un truc un peu plus visible. Donc il y a des trucs qui se mettent en place, et c'est pas mal à voir dans la 6.3 ou dans les bêtas en tout cas ce que ça donnera. Mais bon, très bien. Donc une très bonne expérience. Vous re-signez pour Turin? On a un peu craqué, oui. Ouais. On a un peu craqué. J'avais dit que je le ferais pas, et on se laisse embarquer par l'enthousiasme du moment, parce que c'est vrai que c'était quand même c'est vraiment chouette après 9 mois de travail de voir l'événement de façon concrète. C'est la concrétisation de l'accomplissement de tout ce travail, et avec des vraies relations qui se sont créées, qu'on peut enfin des gens qu'on peut vraiment rencontrer pour de vrai, etc., que ce soit les sponsors, que ce soit même les personnes avec qui on a travaillé pendant ces 9 mois qu'on n'avait jamais rencontrés en personne. C'était très très sympa, et donc j'avais dit que comme c'était beaucoup de travail, je le referais pas, et finalement j'ai repostulé. on se laisse embarquer, mais je pense que ce sera sans regret là encore.
Ouais, avec des changements pour l'équipe des sponsors qui devraient arriver, parce que l'idée, c'est aussi de pousser, d'avoir 2 personnes qui lead l'équipe. Là, avoir 2 personnes qui sont responsables d'équipe en même temps, ça peut permettre de se relayer, d'avoir des expériences différentes, donc ça peut être chouette. Et puis, j'ai poussé un peu Marine là-dessus, donc on verra si elle est sélectionnée. J'ai quelques idées, mais voilà, on verra ce que ça donne. Peut-être un peu pousser un programme Five for the Future pour les contributeurs, les organisateurs, pour essayer de les aider. Pour ceux, justement, ce qu'on disait un peu plus tôt, ceux qui n'ont pas forcément les moyens ou qui sont pas soutenus par une grosse organisation, d'essayer de les aider, trouver un sponsor pour qu'une partie de leur temps puisse être pris en charge, de faire un truc un peu plus officiel. Parce que le World Camp Europe, c'est 3000 personnes, c'est 1 million de budget, tout est décuplé par rapport à un World Camp local. Et c'est pas juste décuplé x 10, c'est décuplé par le nombre d'emmerdes qui vont avec. C'est pas juste 10 fois le boulot, c'est aussi 10 fois les emmerdes. Et du coup, quand t'as pas le temps ou quand tu stresses pour ton compte en banque et que t'es en gare, ça t'aide pas à faire un bon boulot. Et c'est pas juste en fait pour pas mal de personnes. Donc stay tuned, on verra si ça peut se développer. On verra sous quelle forme. Mais donc ça pourrait être un beau petit projet. C'était une belle idée. Mettre en place. Comme tu disais, c'est 9 mois où tu te dis non, j'en ai marre et tout. T'arrives, tu poses un pied au World Camp, t'as tout le monde qui dit salut, ça va, ça te fait plaisir de te voir. Et puis là tu dis oui, c'est pour ça que je bosse en fait pendant 9 mois comme un dingue, comme volontaire. C'est ça le but en fait. Et puis il y a des amitiés qui se créent. Au bout de 2 ans, c'est chouette. En tout cas, vous nous avez, je pense, donné envie même si on a bien compris que c'était du travail de longue haleine. Ouais, après, avec l'équipe, après, ça fait pas peur non plus. C'est pas horrible. Ça se passe bien. Merci Marine, merci Jason pour vos retours et toutes ces informations-là. Merci pour l'invitation, Eti. Oui, merci à toi. Je remercie la communauté WordPress et tout particulièrement les personnes actives du Slack WordPress FR qui sont une source quotidienne d'informations. Alors n'hésitez pas à rejoindre cette formidable famille si ce n'est pas encore le cas. Et venez me solliciter si vous avez des informations à transmettre via ce podcast. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain numéro. That's really cool.